Le matin où tout a changé, Marseille dormait encore sous le brouillard salé de la Méditerranée. Hélène Laurent, 43 sœur de la congrégation de la Miséricorde depuis 20 années, traversait les ruelles du quartier de la Plaine avec son panier rempli de pain béni et de pamphlets de charité. Elle n'était pas célèbre, elle n'était pas remarquée, elle était exactement ce que chaque ville désire avoir et ignore à la fois, une religieuse ordinaire, vêtue du costume blanc et noir du couvent, marchant pieds nus dans des sandales usées, la tête légèrement inclinée vers la prière. Marseille, en 1940, n'était pas une ville de justice. C'était une ville de contrats secrets, d'enveloppes glissées sous les portes, de silence acheté à prix d'or. Les ruelles étroites de la plaine respiraient l'odeur du pavé mouillé, du café qui brûlait dans les petits établissements, de l'essence des mototaxis qui se frayaient un chemin entre les cordes à linge tendues d'un immeuble à l'autre. Les façades jaunes et ocre des bâtiments se dressaient comme des sentinelles fatiguées, témoins de 20 années de trafic, de petits meurtres que personne n'avait jamais vraiment résolus, de jeunes filles disparues que les affiches ne mentionnaient plus. Sœur Hélène connaissait chaque pierre de cette ville. Elle était née ici, avant le voile, avant le silence monastique. Elle s'appelait autrefois Élise Fournier, fille d'un ouvrier à la manufacture de savon, mère décédée à 32 ans d'une maladie que le médecin avait refusé de traiter parce qu'elle avait trop peu d'argent pour le justifier. C'était cela que personne ne disait en parlant d'Hélène. Elle avait connu la faim. Elle avait connu l'injustice immédiate, la mort administrée par l'indifférence systématique. Et pourtant, elle avait porté le voile. Elle avait choisi le pardon. Pendant 20 ans, elle avait choisi le pardon. Les bruits de Marseille formaient une symphonie que seuls les habitants anciens comprenaient. Le matin, c'était d'abord le bruit métallique des grilles des petits commerces qu'on relevait, puis les appels des vendeurs à la criée, le klaxon éternel des voitures qui n'arrivaient jamais à trouver une place, les cris des enfants des écoles maternelles du quartier. À midi, le silence se faisait pesant, comme si la ville retenait son souffle. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à se perdre dans la Méditerranée, les terrasses se remplissaient d'hommes qui parlaient à voix basse, très basse, comme si chaque mot pouvait coûter une vie. Sœur Hélène marchait parmi eux, invisible, sanctuaire ambulant de charité. Elle était le silence que la ville accueillait, mais Marseille, en 1940, n'avait pas besoin d'une sœur de charité ordinaire. Elle avait besoin d'une légende, et les légendes naissent souvent de choses ordinaires devenues insoutenables. C'était un jeudi, à la mi-novembre 1940, quand Thomas Leclerc, 12 ans, s'était approché de sœur Hélène après la messe. L'enfant était maigre, les yeux enfoncés, comme s'il avait vu plus que ce qu'un enfant devrait jamais voir. Sa sœur cadette, Amélie, 9 ans, lui tenait la main. Sœur, dit Thomas d'une voix qui tremblait, ma mère n'est pas revenue depuis 3 jours. Hélène s'était agenouillée, elle connaissait cette douleur, elle connaissait ce silence, elle savait que quand une mère ne revenait pas de la plaine, c'était rarement pour une bonne raison. Sandrine Leclerc était une mère célibataire, danseuse de cabaret, qui avait refusé les avances d'un homme appelé Dimitri Vasquez. Dimitri n'était pas un homme important, il n'était qu'un petit revendeur de drogue qui travaillait pour les Colombiens et pour les Russes, selon le jour et l'humeur des chefs du port. Mais dans la plaine, Dimitri était une autorité locale. Il était celui qui décidait qui gagnait quoi. Et Sandrine avait eu le tort de dire non. Le corps de Sandrine avait été retrouvé 3 semaines plus tard, au large de la Pointe Rouge, bouffi d'eau de mer et d'indifférence. La police avait classé le dossier en probable accident. Pas d'enquête sérieuse, pas de témoins, pas de justice, juste un corps restitué à la mère des Leclerc et un silence qui s'épaississait dans les rues de la plaine comme le brouillard qui montait du port. Sœur Hélène s'était chargée de Thomas et Amélie, elle les avait accueillis au couvent, avait renégocié avec les autorités religieuses pour que les enfants restent à proximité du quartier,
à l'école paroissiale. Elle les avait nourris, elle les avait aimés, mais elle ne les avait pas consolés, car il n'existe pas de consolation pour une injustice administrée. Il n'existe que la transformation. C'est en feuilletant les dossiers mal rangés de la police locale. Elle avait ses contacts, même en tant que religieuse, qu'Hélène avait trouvé le nom complet de Dimitri Vasquez. 36 rue de la Cérigerie, appartement 7, numéro de téléphone, numéro de compte bancaire, nom des hommes qu'il payait pour garder le silence. Elle avait écrit tout cela sur un petit carnet noir, carnet qui allait devenir la première pierre de sa légende. Mais avant cela, il y avait eu la première nuit. Sœur Hélène avait passé cette nuit à la chapelle, comme elle le faisait chaque jeudi depuis 20 ans. Elle avait prié, elle avait attendu une réponse. Aucune réponse ne vint. Il y avait seulement le silence des murs de pierre, le crépitement des bougies, et la certitude absolue que si elle attendait plus longtemps, l'injustice allait continuer sa marche invisible à travers la plaine. Ce qu'elle fit cette nuit-là, personne ne le sut jamais exactement, mais le matin du 14 décembre midi, sur la porte de l'immeuble de Dimitri Vasquez, quelqu'un avait peint, en énormes lettres blanches sur le bois sombre, une unique phrase en français et en arabe: celui qui vend la mort boit la peur. Au-dessous, un symbole simple, un œil fermé, accompagné d'une croix. C'était la signature, c'était le début. Les premières rumeurs commencèrent le lendemain. Les habitants de la plaine murmuraient en se croisant. Dimitri Vasquez avait reçu des appels d'hommes que personne ne reconnaissait. On disait que l'appartement avait été trouvé recouvert de papiers, de photographies d'enfants maltraités, de dossiers administratifs montrant le lien entre Dimitri et 3 cas de disparition. On disait que Dimitri avait quitté son appartement le même jour et n'avait jamais revenu à Marseille. On disait beaucoup de choses, mais surtout on disait le nom la justicière. Pas un héros, pas un vengeur, une justicière, quelqu'un qui parlait au nom de ceux que personne ne voulait écouter. Faites une pause quand la justice s'arrête aux portes de la plaine, qui ose les franchir. Pendant des mois, sœur Hélène retourna à sa vie ordinaire. Elle priait, elle enseignait le catéchisme, elle s'occupait de Thomas et Amélie. Personne ne pouvait imaginer que la femme qui bénissait le pain à la messe du dimanche était la même personne dont les noms apparaissaient dans les dossiers clandestins de la police marseillaise. Personne ne pouvait imaginer que, sous le costume blanc et noir, il y avait des callosités aux mains et aux genoux, des brûlures, des traces de travail manuel mené dans l'obscurité des rues. Mais le carnet noir s'épaississait. Le deuxième nom était celui de Claude Moreau, un magistrat de la cour criminelle, qui fermait systématiquement les yeux sur les trafics de son ami, le politicien Édouard Fontaine. Entre 1985 et 1990, 9 jeunes femmes avaient disparu de la plaine. 9 femmes, aucun procès, aucune enquête sérieuse, aucun journaliste courageux, juste le silence, épais comme le béton. Claude Moreau habitait un bel appartement avenue de la Corniche, avec sa femme, Mariette, et leurs 2 enfants. Il prenait son café chaque matin au même café, le café de l'Aube. Il lisait le journal en fumant des cigarettes fines. Il était un homme ordinaire qui avait juste décidé que la justice était un luxe destiné à certains seulement. Pendant 3 mois, quelqu'un l'a suivi. Quelqu'un a copié tous ses mouvements, tous ses rendez-vous, tous ses compromis. Et puis une nuit, tous les dossiers des 9 disparus ont été envoyés à la télévision régionale, accompagnés d'une lettre anonyme détaillant les pots de vin que Claude Moreau recevait. Son photographie était annexée, prise discrètement en train de compter de l'argent dans une ruelle du Vieux-Port. Claude Moreau n'a pas disparu, il a juste quitté son poste, sa ville, son pays. On dit qu'il vit maintenant en Suisse. On dit aussi qu'il a accepté le silence que la justicière lui avait imposé.
Pas de vengeance spectaculaire, juste la destruction méthodique de sa vie. Le troisième nom était celui d'Édouard Fontaine, le politicien lui-même. Fontaine dirigeait depuis la mairie une opération complexe, les terres du quartier nord de la plaine, où vivaient les familles les plus pauvres, avaient une valeur soudainement immense. Pourquoi? Parce qu'un promoteur russe, Sergei Kostenko, avait décidé que c'était là qu'il construirait ses immeubles de luxe, mais il fallait d'abord vider les terres. Il fallait discrètement pousser les habitants à partir, et pour cela, il fallait l'aide d'un magistrat et d'un politicien qui accepteraient les versements réguliers. Pendant 4 ans, des incendies accidentels ont ravagé le quartier nord, des logements ont été déclarés inhabitables, des services d'hygiène ont fermé les petits commerces des habitants, des policiers payés ont arrêté les jeunes du quartier sous de fausses accusations, 37 familles ont été expulsées, une enfant, Yasmine, 7 ans, était morte dans l'un des incendies. Édouard Fontaine, lui, revenait du restaurant avec sa femme, le 23 février 1992, quand il a trouvé son bureau municipal complètement recouvert de photographies, des photographies de lui en train de compter de l'argent, des photographies de Sergei Kostenko, des photographies de l'immeuble qui avait brûlé, et une simple phrase écrite sur le mur, en énormes lettres rouges, la terre des pauvres est gardée. Fontaine a attendu une semaine avant de démissionner. Il a dit qu'il avait des problèmes de santé. Personne ne l'a vraiment cru, mais personne ne l'a vraiment questionné non plus. C'est cela, le pouvoir de la justicière. Elle ne tue pas, elle ne blesse pas, elle expose, et une fois exposé, un homme politique est déjà mort, socialement parlant. Le quatrième nom était celui du commandant Gérard Rico, celui qui dirigeait la police locale. Rico prenait de l'argent de la part des chefs de trafic. En échange, il s'assurait que les enquêtes avançaient lentement, puis s'arrêtaient simplement. Il y avait un système. Les victimes des quartiers pauvres recevaient une attention minimale, tandis que les victimes des quartiers riches recevaient une attention maximale. Rico avait inventé une justice à 2 vitesses, et il en était très satisfait. Une nuit, Rico a trouvé dans sa voiture, garée au commissariat, un dossier complet, 23 pages, documentant chaque pot de vanne, chaque détournement de fonds, chaque enquête fermée qu'il aurait dû poursuivre. Le dossier était signé de ce symbole maintenant fameux, l'œil fermé avec la croix, et il contenait aussi une lettre qui disait simplement « Tu as fermé les yeux pendant trop longtemps, à partir d'aujourd'hui, tous les yeux de Marseille sont ouverts. » Rico a résigné le jour même. Pas de scandale, pas de procès, juste un homme qui avait compris que ses mensonges avaient une limite. Posa y piensa, cuando la justicia se detiene en las puertas del puerto, quien osa abrirla, les semaines passaient, et la justicière devenait légendaire. Les murs de la plaine se couvraient de peintures murales la représentant. Des enfants jouaient à être la justicière. Les mères parlaient d'elle comme d'une sainte. Les criminels parlaient d'elle comme d'une menace invisible qui pouvait frapper n'importe quand, n'importe où, et les policiers, ceux qui restaient, commençaient à recevoir des dossiers anonymes contenant des preuves sur d'autres criminels. C'était comme si le système lui-même était en train d'être inversé, comme si, soudainement, la justice avait commencé à fonctionner de bas en haut, au lieu de haut en bas. Mais puis vint l'instant où tout changea, l'instant où la justicière comprit que même la justice symbolique peut blesser les innocents. C'était un soir de mars 1900. La justicière surveillait son 5e cible, un homme appelé Marco Totti, qui organisait l'importation de drogue dure dans la ville, mais elle faisait une erreur. Elle surveillait le mauvais immeuble,
Elle confondait les numéros des rues dans l'obscurité, et une nuit, elle s'est glissée dans un appartement qui n'était pas le bon. À l'intérieur, il y avait une femme, Joséphine Masséna, infirmière à l'hôpital Timone. Elle soignait les enfants des quartiers pauvres. Elle volait parfois des médicaments pour les distribuer gratuitement aux familles qui ne pouvaient pas les payer. Elle était exactement le type de personne pour qui la justicière se battait. Joséphine avait crié, elle avait appelé à l'aide, et la justicière, en s'enfuyant, avait trébuché, elle était tombée, Joséphine était tombée aussi, son crâne cognant le coin de la table basse. Joséphine avait survécu, mais elle avait eu 3 points de suture au front, et une peur qui ne l'a jamais tout à fait quittée. Sœur Hélène n'avait pas dormi pendant une semaine après cela. Elle avait prié, elle avait pleuré, elle était allée à l'hôpital et avait confessé à Joséphine, sans révéler son identité, qu'elle était responsable de son accident. Elle avait laissé des enveloppes avec de l'argent à son nom. Elle avait pour la première fois compris le vrai prix de la justice vengeresse. C'est alors qu'Hélène avait changé son code moral. Elle avait juré que plus jamais elle ne causerait du tort à un innocent, plus jamais elle ne commettrait l'erreur de confondre un martyr avec un coupable. Son carnet noir avait été réécrit, seuls les noms des vrais criminels restaient, et ses méthodes ont changé. Désormais, au lieu de s'introduire dans les maisons, elle enverrait les preuves directement aux autorités qui n'avaient pas encore vendu leur âme. Elle laisserait les dossiers sur les bureaux des juges honnêtes. Elle utiliserait les journalistes. Elle utiliserait la lumière, pas l'obscurité. Faites une pause quand innocence et vengeance se confondent. Où finit vraiment la justice? Pendant les années qui ont suivi, de 1980, la justicière de Marseille s'est transformée en une entité différente. Elle n'était plus une vengeresse des ombres, elle était devenue une source de vérité. Des journalistes commençaient à recevoir des enveloppes contenant des dossiers complets sur les trafics de drogue, le blanchiment d'argent, la corruption politique. Des procureurs généraux trouvaient sur leur bureau des preuves photographiques qui menaient directement à des condamnations. Les chroniques criminelles de Marseille commençaient à changer, lentement, très lentement, mais définitivement. Et puis il y avait eu la question des enfants, les enfants disparus, les enfants vendus, les enfants utilisés dans les réseaux. Sœur Hélène, dans son rôle de directrice du programme de protection des enfants du couvent, avait découvert un anneau d'exploitation mineure qui opérait entre Marseille et la Belgique. Les responsables étaient au moins 6, y compris 2 hommes au sein même de la structure religieuse, et c'est cela qui allait mener à sa chute ou à sa révélation. Le 6e et dernier nom du carnet noir était celui de Monseigneur Armand de la Mer, évêque auxiliaire de Marseille. De la Mer était un homme qui avait couvert pendant plus de 15 ans les abus d'autres prêtres contre les enfants. Il n'avait pas abusé lui-même, mais il avait ordonné le silence. Il avait payé les victimes pour leur silence. Il avait déplacé les prêtres abuseurs dans d'autres diocèses, dans d'autres pays, loin des enquêtes. De la Mer était la corruption incarnée, mais protégée par le costume sacré. Sœur Hélène s'était introduite, une dernière fois, dans le bureau du Monseigneur. Elle avait photographié tous les dossiers. Elle avait copié chaque communication, chaque lettre, chaque preuve de transfert et des paiements, puis elle avait attendu, attendu la confrontation, attendu le moment où tout serait révélé publiquement, où le Monseigneur lui-même verrait son mensonge exposé à la lumière du jour. C'est en mai 1980 que cela s'était produit. Tous les dossiers avaient été envoyés, à la fois à la police, à la justice et à la presse générale, et soudainement,
Marseille s'était réveillée à une vérité qu'elle devait affronter ses institutions religieuses, ses autorités locales, ses structures policières, tout avait été corrompu, et pendant tous ces mois, une femme, seule avait essayé de nettoyer les plaies qu'on avait choisi d'ignorer, mais la révélation n'était pas venue sans prix. Monseigneur de la Mer, confronté aux preuves, avait reconnu les faits, et sous le poids de la culpabilité et de la honte publique, il avait commencé à pleurer, il avait confessé chaque péché, chaque compromis moral, chaque décision qu'il avait prise pour protéger l'institution au lieu de protéger les enfants, et puis un mois plus tard on l'avait trouvé dans sa chambre, mort, suicide, avait dit le rapport officiel, mais dans les cœurs de la plaine, on savait que c'était la vérité qui l'avait tué. C'est à ce moment au cœur de 1980 que sœur Hélène avait disparu. Elle n'avait pas fui, elle n'avait pas quitté Marseille, mais elle n'était jamais retournée au couvent, et elle n'était jamais retournée à la vie civile. Elle était simplement devenue invisible, à nouveau, absorbée par le tissu urbain de la ville qu'elle avait transformé. Pendant les années 1990, des rumeurs circulaient encore. On disait que la justicière était retournée à ses vraies fonctions, le silence et la prière. On disait qu'elle vivait dans les quartiers les plus pauvres de la plaine, vivant d'aumônes, soignant les malades, enterrant les oubliés. On disait aussi que parfois, très rarement, quand un crime particulièrement injuste était commis, un dossier apparaissait sur le bureau d'un juge honnête. On disait que l'œil fermé avec la croix était toujours visible, peint sur les murs du quartier nord, en souvenir de ceux qu'on avait oubliés. Mais en 1989, même ces rumeurs avaient disparu. La justicière était devenue légende, et dans la plaine, on enseignait maintenant aux enfants son histoire, non pas comme celle d'une vigilante, mais comme celle d'une religieuse qui avait choisi, un jour ordinaire, de dire non à l'injustice ordinaire. Thomas et Amélie Leclerc, maintenant adolescents, se souvenaient d'elle. Ils se souvenaient de la femme qui avait élevé les orphelins d'une mère assassinée, mais ils se posaient aussi la question, tranquille, sans urgence, avait-elle été la justicière, ou avait-elle juste été quelqu'un qui, pendant un moment de l'histoire, avait essayé de faire ce que l'État n'avait pas voulu faire? Quando la Justitia viene negata e poveri, Chiriman per difenderli, les historiens de Marseille classaient l'affaire justicière comme un incident urbain des années 1990. Les politiciens la niaient totalement, la qualifiant de mythe urbain, d'invention des médias sensationnalistes, mais les habitants de la plaine, eux ils savaient qu'une femme, une sœur, une religieuse ordinaire, avait réécrit les règles du pouvoir dans leur quartier, et même si elle n'avait sauvé que quelques vies, même si elle n'avait exposé que quelques criminels, elle avait changé quelque chose de profond dans la conscience collective. Si vous habitez à Marseille aujourd'hui et que vous vous trouvez dans le quartier de la Plaine, vous pouvez encore voir les traces, les murs peints d'un œil fermé, accompagnés d'une croix, les histoires racontées dans les cafés, les photos non officielles sur les réseaux sociaux. Sœur Hélène Laurent n'était pas une héroïne, elle n'avait jamais prétendre l'être, elle était juste une femme qui avait regardé l'injustice en face et qui avait refusé de détourner les yeux, et c'était suffisant pour devenir une légende qui rappelle à chaque génération que la justice ne vient que si quelqu'un ose la réclamer. Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir les récits oubliés de ceux qui ont osé défier le silence, car chaque vie a une histoire, et chaque histoire mérite d'être entendue. Marseille se souvient, et vous le devriez aussi. La légende de la justicière n'est pas finie, elle n'est jamais finie, car tant qu'il y aura de l'injustice, tant qu'il y aura des innocents oubliés, il y aura quelqu'un qui se lèvera, peut-être discrètement, peut-être silencieusement, pour dire non, ce n'est pas acceptable. Et dans cette résistance simple, dans ce refus ordinaire de l'indifférence,
réside la véritable justice,